toutes et à tous, et bienvenue sur One Shot. Ce soir, on joue à Archeos, une campagne d'action pulp. Installez-vous, l'aventure reprend. Donc ce soir, on va jouer dans l'univers d'Archeos avec le système de Feng Shui, donc le jeu de rôle de simulation des films d'action de Hong Kong. Ce soir, donc, on va continuer la partie qu'on avait commencé la dernière fois, où nos trois héros, qui sont interprétés par Cédric, Alex et Guillaume, dit Malf, nous sont plongés dans une situation pour le moins inhabituelle. Je vais laisser les joueurs s'introduire par eux-mêmes. Vous allez entendre ce qui leur est arrivé, a priori. Je t'en prie. Ok, donc moi j'interprète Henry Mitford. Je suis un noble anglais qui a fini ses études de chirurgien. Je suis même un chirurgien déjà émérite. Mais je suis lassé par ma vie londonienne et je rêve de nature, de découverte et d'aventure. Donc je décide pour ça de partir. Du coup, je trouve une annonce une annonce pour devenir médecin dans un bateau et faire des croisières. Donc je me suis dit que pour un point de départ, ça serait pas mal. Il se trouve que le bateau en question, c'est le Majestic, qui est le plus gros bateau de l'époque. Et en tant que lord, entre guillemets, je ne peux pas aller dans un bateau plus petit que ça. Donc voilà, je me suis présenté, j'ai été embauché et j'ai commencé mon périple en tant que médecin. Pendant l'une de mes consultations, euh, j'ai entendu une personne gueuler après mon chien. C'est après ça? Tu racontes Guillaume d'abord. Je viens de voir parce qu'il y a des problèmes de nausée. Ah oui, pardon, il y avait cette histoire. Donc oui, effectivement, j'ai une première consultation avec... c'est quoi ton personnage déjà? Émilien Lombard. Emilien Lombard, tout à fait, qui a comme 90% des personnes de ce navire un petit problème avec le mal de mer. Et donc, il m'a fallu régler ce souci. Voilà, donc ce fut fait. Et donc après, moi, j'ai continué tranquillement ma journée de travail. Et puis toi, il t'est arrivé une première aventure incroyable. Tout à fait, on s'est revus par la suite. Donc, Émilien Lombard, donc je suis français. C'est un nom d'emprunt, puisque j'ai quitté la France et les quartiers de la Croix-Rousse à Lyon comme représentant pour une société de construction et d'installation de coffres-forts émérite. Et j'ai développé sur la côte ouest des États-Unis pendant une dizaine d'années en fait, leur activité en installation de coffres-forts, entretien, commerce, un petit peu tout ça, avec des compétences particulières dans ce domaine. Problème, c'est que ces compétences-là ont tapé dans l'œil de personnes peu recommandables, des Italiens pour la plupart, du genre qui se baladent avec des étuis à contrebasse dans les rues, qui m'ont demandé de les aider à ouvrir certains coffres pour lesquels ils avaient perdu les clés et les combinaisons. J'ai refusé, ce qui m'a valu quelques problèmes avec ces gens-là, et il a fallu que je trouve un moyen de quitter la région très vite, sous peine d'avoir d'autres problèmes beaucoup plus graves. Donc je me suis embarqué dans le premier bateau qui partait pour la France, sauf que manque de bol, le premier bateau qui partait pour la France, c'était pas le plus rapide, puisqu'il fait un gros détour par l'Amérique du Sud, l'Afrique, avant de remonter. Mais me voilà parti quand même. Donc je suis sur ce bateau-là. Effectivement, j'ai quelques problèmes de gestion de la houle, enfin de tous ces problèmes de marins, on va dire. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sir Henry Mitford, qui m'a généreusement, pour 2,50 $, donné un bocal de comprimés à prendre tous les jours pour que la traversée se passe mieux. Comme je m'ennuyais un peu sur ce navire, j'ai trouvé un gym où je pouvais pratiquer la savate comme je le faisais depuis très longtemps. Et je suis tombé sur 3 Américains forts en gueule, et je m'attendais à ce qu'ils soient aussi compétents que doué avec la parole, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui a fait que pour la seconde fois, je suis retourné voir Sir Henry Mitford, accompagné des compatriotes américains qui avaient eu quelques problèmes sur le ring.
Alors, de mémoire, il y avait 2 épaules luxées, une mâchoire déplacée et Des dents arrachées. Ouais, Enfin, ouais, oui, il y avait il y a eu un petit peu de chirurgie. il me semble qu'il y avait eu quelques points de suture, hein, parce qu'il y avait une arcade qui avait volé, un pif qui s'était retrouvé dans la nuque, enfin des équivalents, quoi. Et des Oui. personnes traumatisées. Il semblait costaud, donc j'ai pas pu effectivement. Bah, je m'étais dit d'abord je vais commencer par taper fort et ensuite j'ajusterai. Et en fait, il n'y a pas eu besoin d'ajuster puisque ça s'est arrêté là. J'ai été surpris par la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. J'ai été un peu emporté, je pense, peut-être. J'y ferai plus savoir attention. qu'il s'attendait certainement à ce que ce soit de la boxe anglaise et le premier coup de latte les a surpris. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé des règles avant. Mais oui, ils auraient dû se méfier quand même parce que j'avais les petites chaussures de boxe. Ils auraient dû se méfier, c'était un indice. Donc nous voilà retournés donc voir Sir Henry Mitford qui les a remis sur pied. Mais il avait l'air d'être content quand même d'avoir quelque chose d'utile à faire sur ce bateau. C'est vrai. Je pense qu'il m'est redevable. Alors, redevable, moi je dirais pas jusque-là, mais effectivement, ça m'a changé de mes journées habituelles. Et donc en revenant, on a eu un problème avec un clébard qui traînait dans le couloir. Et c'est là que j'ai rencontré un Mexicain, je crois, avec qui ensuite on a eu quelques aventures plutôt sympathiques. Alors, je m'appelle Austin McCrow. Je suis américain de mon père. J'ai grandi à El Paso. J'ai malheureusement perdu mon père assez jeune et j'ai été élevé par ma mère qui est mexicaine. J'adore les États-Unis. Je suis un archétype d'un Américain, mais ils m'ont jamais accepté du fait de mon physique relativement, je pourrais dire frêle, mais je suis pas vraiment frêle, mais je suis pas très grand. Et puis j'ai des traits mexicains sur la gueule, on peut pas les enlever. Et je suis parti assez jeune suite à ça, un peu vagabondé au Mexique. Et je me suis formé au métier de prospecteur, en traînant avec des gens pas forcément recommandables. Mais voilà, j'ai traîné un peu à droite à gauche. Et puis je suis retourné à El Paso récemment pour malheureusement enterrer ma mère. Et puis vendre sa maison sans trop savoir quoi faire. J'ai vu cette pub là pour de la recherche d'aventure embarquée sur le Majestic. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça fait 2 jours que je suis sur ce bateau, je me promène. Il fait beau aujourd'hui. Bonjour madame. C'est quoi ce personnage là? C'est encore celle-là. Qu'est-ce qu'il veut ce clébard? Je t'ai pas sifflé là. Mais lâche-moi! Il est à qui ce chien? Putain, il est à qui ce clébard? Et donc, d'ailleurs, je crois que tu étais encore dans la salle de consultation, il me Tout à semble, fait. à ce moment-là, quand du coup j'ai fait un rappel à l'ordre C'était pour me faire d'Atlas, pardonner, je souhaitais inviter... qui n'est clairement pas un simple clébard, mais un pointeur anglais parfaitement dressé à la chasse, ça court. Visiblement, il déconcifie bien. Il n'a pas l'air d'avoir de maître. Et donc, bref, mon chien a accepté le rappel là, immédiatement, avec beaucoup d'efficacité et de grâce. Suite à cette petite altercation, j'ai été invité ce soir par ce monsieur, Émilien. un certain Henri, pour aller boire un verre avec monsieur Émilien, français apparemment, pour discuter, parce que de toute façon je connais personne, je me dis pourquoi pas. J'avais invité tout le monde, parce que surtout ces pauvres Américains, là, dont un qui s'est fait recoudre, je m'étais dit, bon, pour me faire pardonner, je peux quand même les inviter à un apéritif. En espérant que ça puisse réparer légèrement leur ego piétiné, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mais il se trouve qu'après un KO, j'aurais quand même suggéré d'aller se reposer, donc et peu de risques qu'ils viennent. Mais qui résiste à une invitation à l'apéro? Donc. Des gens qui manquent la moitié du dentier, principalement. On s'est retrouvé dans cette salle luxueuse où j'ai pu découvrir du champagne. C'est vrai que j'étais élevé au whisky plutôt. C'est pas Bourbon, mauvais. Bourbon. Bourbon, ouais. C'est pas mauvais, mais au moment où on finissait nos verres, le bateau a
percuté quelque chose. Ouais. Tout a été remué dans la salle, et puis on a tout de suite entendu les moteurs qui s'arrêtaient à l'arrêt. C'était un peu chamboulé, et on a décidé de monter sur le pont pour voir ce qui se passait, tous les trois. Et là, c'était un désastre en termes d'organisation. Je ne savais pas qui commandait sur ce bateau. Donc, nous avons vu que quelque chose était coincé contre la coque à l'avant du navire qui semblait métallique et remontait avec les vases depuis les tréfonds de l'océan. Ouais, la proue semblait bloquée. Donc, on a décidé de dérouler une échelle de corde pour aller voir ce qui se passait plus bas. Ouais. Et nous voilà descendus. Le Sir Henry avait décidé, pour des raisons qui me surprennent encore, de ne pas descendre. Alors le Sir Henry s'est contenté de faire ce que font tout bon médecin, c'est aller vérifier finalement s'il y a des blessés. Et vu qu'il a un petit peu fait de chirurgie sur un œil crevé par exemple, il a eu une bonne idée. Donc Sir Henry s'est occupé de gérer toute la logistique des soins, une sorte d'hôpital de fortune dans le restaurant. Voilà, pendant que vous faisiez n'importe quoi plus bas. Sachant que tu as été contraint face à l'incompétence manifeste du lieutenant Woods, qui était le lieutenant de pont de quart à ce moment-là. Tout à fait. Donc voilà, donc pendant que Sir Henry était en train de réconforter la veuve et l'orphelin, mais surtout la veuve, Nous sommes partis sauver. nous sommes partis nous occuper des vrais problèmes qui occupaient le navire à ce moment-là. Et donc nous sommes descendus le long de cette échelle. Et nous avons découvert une espèce de masse métallique qui s'était pris contre le navire et qui l'empêchait vraisemblablement d'avancer plus. Donc on a commencé Surtout par qu'il faire avait abîmé la coque. Tout à fait. Donc nous avons commencé par faire une inspection méticuleuse et un rapport sur les dégâts que nous avons pu constater en circulant sur cette masse métallique qui flottait. Et ensuite, nous avons pris la décision avec mon nouveau compatriote Austin, mon nouveau collègue plutôt. J'étais parti un peu sur la proue pendant que Émilien, de son background technique, répertoriait les avaries possibles du bateau. J'étais une cinquantaine de mètres peut-être devant lui, et il me semblait avoir découvert ce qui ressemblait à une entrée dans cette chose métallique. En fait, tu as constaté que la fameuse chose métallique semblait brisée en deux par la proue du navire. Oui. Brisée en deux, ça sous-entend que, a priori, il y avait une entrée. Vous avez choisi droite, gauche. On est parti avec notre hache et notre couteau. C'est ça. Donc nous avons trouvé une lampe. Nous avions pris une hache avant de descendre plus bas, en se disant que ça pourrait servir éventuellement. Et nous voilà descendus dans ce qui s'est avéré être une espèce de sous-marin d'origine Très étonnant, on n'a jamais vu ça. plus ou moins connu, qu'on pourrait dater de la guerre de sécession, mais très, très étrange. On voyait que ça faisait longtemps que ça... Alors, vu l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire dans la mer des Caraïbes, en 1930, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, effectivement, il y a normalement pas de raison pour que ce truc que vous avez déterminé comme étant un des premiers sous-marins datant de l'époque de la guerre de sécession se trouve là. Il est remonté du fond, et ça vous en êtes... mais alors c'est même pas une question, vous en êtes convaincu du fait que ce qui a vraiment freiné le navire, c'est le fait qu'il soit au milieu d'une masse de vases, de varechs, d'épaves en bois, tout le fond océanique a été soulevé. Mais il semblerait, parce que c'est ce que vous avez vu au final, il semblerait que c'était comme une sorte pas de couvercle, mais de masse qui s'est soulevée. Vu l'odeur, a priori à cause d'émanations soit de gaz, soit d'éruptions volcaniques, de trucs comme ça, vous savez pas trop, mais ça sentait énormément le méthane. Et toi, tu as des notions en chimie. Toi, un peu moins. La chimie, c'est pas trop ton truc. Le médecin aurait pu certainement vous dire... Ça sent le gaz de décomposition. Oui, mais les cadavres datent au moins d'il y a 3 semaines. Et en l'occurrence, c'est comme ça que vous avez pu déterminer la provenance, enfin, pas la provenance exacte, mais l'origine estimée de cet engin.
et le fait que vous avez pénétré dedans et vous avez pu identifier plus clairement, parce qu'effectivement en termes d'architecture, d'uniforme sur les membres de l'équipage que vous avez pu croiser, etc. Et je m'efface et je vous laisse. Et donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans un espèce de couloir qui faisait peut-être 2-3 mètres de large. Il y avait de l'eau au niveau du genou, mi-cuisse. Donc on a commencé à avancer dans ce tas d'eau croupie à la lampe. Et on a découvert au bout une porte en bois qui semblait ouvrable au forceps, ce qu'on a fait. On a mis quelques coups de hache. On n'avait pas de forceps. Ouais. Lorsqu'on l'a ouvert, on s'est pris une bonne douche de merde dans la gueule. Mais derrière, on a trouvé un sarcophage. Ouais. Une pièce qui n'avait pas été inondée. Ouais. On a réussi donc à rentrer dedans. Et on a trouvé une espèce de sarcophage surprenant qui mêlait à la surface des graphismes et des motifs qui venaient de l'Égypte ancienne, des Khmers, des Incas, d'un petit peu plein de civilisations qui sont différentes, qui sont espacées dans le temps et dans la géographie. Mais ça d'ailleurs c'est toi qui l'as remarqué puisque c'est ta spécialité. Tout à fait. Et du fait que quand on avançait, on sentait quand même que la structure n'était pas très stable et l'eau commençait à monter. Et on a décidé de le ramener à bord du bateau pour pas qu'il coule avec la... Chance pour nous, il flottait. Ouais. Donc on a même réussi à le tirer, même si on a eu des difficultés à passer la porte, on a réussi à avancer peut-être une vingtaine de mètres de la sortie. Et puis là, un phénomène étrange s'est produit, c'est que mon très cher ami a senti quelque chose sur sa jambe qui l'empêchait d'avancer. Et quelques instants plus tard, on a vu un squelette surgir derrière nous, essayer de nous attaquer, de nous empêcher de faire sortir le sarcophage. Alors je ne suis pas encore complètement clair sur ce qui s'est passé, peut-être que c'est un effet des gaz ou je sais pas. Enfin, toujours est-il que j'ai frappé le plus fort possible immédiatement. La chose s'est effondrée. On a sorti le sarcophage puisque le sous-marin commençait à couler. On l'a attaché rapidement à des cordes qui nous avaient été jetées du bastingage par les équipages. Et on est remonté à l'échelle de corde avec le sarcophage. Tout à fait. Et on a terminé la partie là-dessus avec le sarcophage hissé sur le pont et nous qui remontions. Donc, pour rappel, le Majestic, comme l'a si bien souligné en dehors de l'enregistrement notre cher Alex, le Majestic, c'était le petit frère du Titanic. Quand on dit petit frère, c'est par l'âge, mais concrètement, il est plus grand, il me semble. 290 mètres, un peu plus. Ouais, plus de 280 mètres de long. Sa capacité d'embarquement, c'est 2000 personnes, 2500 personnes à peu près passagers et 1000 membres d'équipage. Donc en gros, c'est un village, quoi. Alors, le fait d'avoir percuté cette masse flottante, ça a abîmé le navire, comme Émilien a fait le rapport sur toutes les brèches qu'il y avait dans la coque, qu'il a pu observer au niveau de la proue, etc. Mais surtout, ça l'a bloqué dans le sens où il était enchevêtré et englué dans une masse visqueuse avec des éléments qui étaient plutôt rigides, lourds. Ça a vraiment bloqué le navire. Maintenant, depuis qu'ils sont sortis et qu'ils sont arrivés sur le pont, quand vous jetez un œil en bas, vous vous apercevez que le truc, l'espèce de on pourrait comparer ça au continent de plastique qu'on a à l'heure actuelle, tu vois. L'espèce de masse dérivante qui bloquait le navire est en train à nouveau de couler. Donc, il y a de plus en plus de gens, parce que ça fait quand même bien... ton étude de la coque, ça avait duré facilement 3/4 d'heure. Le temps que plus d'une heure. Ouais. Donc, ça fait bien 2 bonnes heures que le navire est bloqué. En salle des machines, ça braille comme des veaux parce que faut pas oublier que ça marche beaucoup à la vapeur, etc. Et que c'est pas du tout un moteur vapeur, tu l'arrêtes pas comme ça, c'est pas on-off, hein. Donc en salle des machines, c'est la panique. Sur le pont, c'est la panique. Le fait que tu aies réussi à organiser un espèce d'hôpital d'urgence dans la salle de restauration, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens
qui n'ont pas été forcément blessés, qui commencent à se mettre sur les balcons des cabines, au bastingage des ponts supérieurs, etc. Et du coup, tout le monde regarde un peu. Et en fait, vous vous retrouvez à être plus ou moins le centre de l'attention, parce qu'on vient d'apercevoir... Alors, toi, en l'occurrence, t'étais bien occupé. Oui, d'autant plus que j'avais pris le rôle sur le pont du lieutenant Wood, parce que du coup, il faisait rien. Enfin, ou très mal en tout cas, et du coup, c'est moi qui me suis mis à organiser le travail des matelots pour commencer les réparations, etc. En attendant le capitaine, qui, j'imagine, au bout de 3 quarts d'heure, va quand même se bouger le fion. En fait, tu as des nouvelles du capitaine. Pour être plus précis, Brigitte ou Brigitte? C'était Brigitte. Alors, à la base, c'était Brigitte, mais on a décidé qu'elle Ouais. qu'elle était devenue Brigitte. Non, Brigitte. Brigitte, tu la vois courir sur le pont, alors que tout le monde sait que courir sur le pont d'un navire, c'est pas l'idée du siècle, étant donné que c'est très humide et ça peut s'avérer extrêmement glissant. Mais elle court sur le pont, elle fait Sir Henry, venez vite, le capitaine est blessé, il a besoin de soins. Ah, j'arrive tout de suite. Ce qui explique son absence, en l'occurrence. Tu te retrouves à suivre Brigitte, mais elle, par contre, Lieutenant Wood, je vous délègue de nouveau le travail, j'ai confiance en vous. Bonne chance. oui, monsieur. À tout hasard, vous avez gardé la liste des choses à faire et où on en est à peu près? Alors, vous l'aviez descendu à la machinerie, donc normalement, si vous regardez dans votre poche, là, juste devant là, hop, je vous la sors, elle est là, c'est incroyable. Est-ce que vous avez un stylo? Parce qu'il faudrait que je note ici. Ça, Bien faut que je le sûr, coche, ça a tenez. été fait. Alors, attendez, je vais le noter, ce qui est fait sur la liste directement. Ça, c'est en cours. Et à tout hasard, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait faire maintenant? Alors, écoutez, mon ami Émilien doit être à côté. À la limite, posez-lui la question. Tenez, je vous rends la liste. Il est juste là. Vous êtes J'ai sûr? parfaitement Parce confiance. qu'il a quand même l'air français. Certes, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a écrit cette liste. Eh bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu t'aperçois que Wood, le nom te parlait pas forcément, mais manifestement, ce serait plutôt quelqu'un britannique. Oui, Et a priori, il respecte la noblesse, tout à fait. parce qu'il a jamais eu à prendre une décision de toute sa vie et qu'il aime bien qu'il y ait des gens qui décident pour lui. Ouais. Bah, je fais quand même une petite tape sur l'épaule. Je regarde droit dans les yeux. Ça va aller. Ça va aller, fils. Et j'y vais. T'as 28 ans. Ouais, mais c'est drôle. Bon, en l'occurrence, le lieutenant Woods se dirige vers Emilien. Il fait, alors, je constate qu'il faudrait s'assurer de l'approvisionnement des plaques de métal afin de réparer la coque. C'est ça, 57. 57. De taille 1500 par 1000 à peu près, en millimètres. Mince, vous êtes en système impérial. Ah, vous me parlez avec votre système métrique. Voilà, donc faites la conversion. Ah. Tout est en système métrique dans le rapport que vous tenez dans les mains. Mais ça n'a aucun sens, enfin. On compte pas en centimètres, on compte en pouces, tout le monde le sait. Ah, vous ferez comme vous voudrez. Je vais redescendre à la machinerie. Par contre, les 3500 boulons, ça change pas. Monsieur Lombard, je vous confie le pont quelques instants. Je veux m'assurer qu'à la machinerie, tout fonctionne bien. À plus tard. Très bien. Bon, il faut faire dégager la grande salle pour exposer le sarcophage. Voilà. Tu vois grand là quand même. Alors, à titre informatif, donc... Donc je dis ça comme ça. Hein. Nonobstant les décorations, etc., le sarcophage, les proportions du sarcophage en tant que tel sont pas énormissimes. Ça te paraît, de ce que tu sais toi, vu que l'histoire c'est ta passion quand même, de ce que tu sais toi, ça te paraît être tout à fait logique pour une personne de taille normale. Donc ton sarcophage il doit faire 2m20, 2m30 de long. Pourquoi? Parce qu'on fait jamais pile à la taille du mec qui est dedans, ou de la nana hein, qui est dedans, mais parce qu'il y a l'épaisseur du truc et tout. Par contre, tu vas me faire le premier jet de cette partie. Oui.
tu vas me faire un jet en connaissance. Qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à l'étude de ce sarcophage en direct tac tac poète poète. Donc tu peux au choix. On avait déterminé que c'était. C'est esprit, de toute façon, connaissance. Et après, donc, martiaux. moi j'ai histoire, géologie. T'as histoire, géologie. Ouais, soit l'un, soit l'autre. Et j'ai meilleur en histoire. Alors, comme on va dire que le système de Feng Shui n'est absolument pas fait pour l'enquête et que les connaissances, t'en fais ce que tu veux, je t'avais filé des connaissances gratos. T'as tout dépensé déjà ? Du coup, ouais, parce que comme je jouais un prospecteur, mais qu'on n'avait pas de fiche de prospecteur. Donc tu t'es mis que de la géologie, tu t'es pas mis des métaux. Non. Mais après, mon 10 en histoire, je suis pas sûr d'avoir besoin de 10 points en histoire, tu vois. Celui-ci, il est de base avec le personnage. On a toujours archéologue. besoin de 10 Ouais. points en histoire quand on est un archéologue. Non mais c'est n'importe quoi ce que tu viens de dire. Là, si je m'écoutais, je lui ferais faire un jet d'arts martiaux à lui pour qu'il soit dans ta gueule à toi. Tu vois, Je c'est- dis, c'est aussi l'histoire de la pierre. Après, j'ai des Ah oui, points en on va détective. dire ça. Allez, tu vas déterminer que... Vas-y, fais-moi ton jet. Donc c'est le plus, c'est le bleu. Allez, le plus c'est le bleu. Ah, voilà, comme d'habitude, donc je fais plus 0. Plus 4 moins 4. Donc, ton jet, ça fait 10 tout pile en histoire. Ah bah après, faut mettre esprit avec, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça me fait 17. Ouais. Esprit. Ouais, c'est vrai, ça fait. Oh là là, Ça fait pas- c'est pas- vraiment pas un beau. jet pourri ça. Hein. Donc en termes d'histoire, L'histoire des cailloux. ouais, C'est donc en important. géologie, pardon, en termes de géologie, tu t'aperçois Alors que si c'est géologie, ça me fait 7 et 5. 12. ah c'est moins, Ouais. c'est moins, Ouais. mais 12 ça te suffit pour te dire que manifestement donc je t'avais expliqué qu'il y avait une espèce de couche de métal qui avait été martelée sur le dessus du sarcophage et qu'il y avait une inclusion à peu près au niveau du thorax. Ça ressemblait ce que toi t'avais déterminé, Emilien, comme étant plus ou moins une serrure. Enfin, c'était fait d'un métal que t'avais pas identifié. Cette couche de métal qui recouvre le sarcophage, à des endroits, elle est un peu ébréchée parce que il a pas l'air tout jeune non plus. T'as pas su estimer l'âge du truc parce que les métaux c'est pas vraiment ton truc. Par contre la géologie c'est ta cam. Et là en l'occurrence tu dis mais il est bizarre ce sarcophage. On dirait qu'il est fait en pierre ponce et que c'est pour ça qu'il flotte. Mais ça a pas l'air d'être exactement de la pierre ponce. Il y a un truc qui te chiffonne. Ça correspond pas exactement à ce à quoi tu devrais t'attendre. Ok. Donc ça c'est le premier truc. Ça fait aussi l'explication que vous avez pu le manipuler à deux. Alors que un truc de cette taille-là, si c'était fait en pierre, en pierre bien de chez nous, robuste. Quand on l'a hissé avec les cordes, on l'a soulevé un petit peu pour le sortir. Est-ce qu'on a estimé un poids tu vois, quand on l'a sorti on se dit Alors- plutôt c'est 100 kilos, c'est 200, c'est... Eh ben non, très étonnamment, vous estimez un truc qui doit tourner autour des 80, Ah au ouais. doigt mouillé. T'es pas. Ah ouais, donc... ouais. Sachant que tu sais qu'il y a une couche de métal, mais ça sous-entend que le métal doit être très léger. Et accessoirement que la matière en pierre aussi est ultra légère. Et vous savez pas ce qu'il y a dedans. Je pense que nous sommes face à un alliage de titane et de Kevlar. Qui n'ont été inventés ni l'un ni l'autre à l'époque où on joue. Nous Alors, sommes J'étais en train de toujours me dans les demander années s'ils avaient 30. réussi à faire un alliage... Même si on est dans le métaux, triangle des pierre. Bermudes, on n'a pas encore voyagé dans le temps. Déçu. Et à l'intérieur, il y a peut-être une grosse couche de polystyrène. C'est fait, qui fait la légèreté, mais en nid d'abeille, là, tu sais. Ouais, C'est tout à la fait, je vois. résistance en même temps. Ouais. Structure alvéolée, Système hexaphome, je vois Ouais. exactement. revêtement polymère, etc. Ouais, bien sûr. Ils sont forts, ces Allemands. C'est ça. Khmer. Exactement, les Allemands. Un cas. Bon, moi, je suis sur le pont, là, je m'occupe de choper des matelots. Je dis, bon, allez, je veux 3 échafaudages sur corde ici qui descendent le long de la coque. Vous allez me chercher 3 soudeurs autogènes compétents. Quelques manœuvres, puis il va falloir les équiper. Il me faut 17 bouteilles d'acétylène. Les bonbonnes d'oxygène qui vont avec. Métal d'apport, ça serait pas mal d'être sur un
un mélange fer-carbone enrichi en argent pour éviter qu'on soit emmerdé le long de la traversée. Donc j'ai dit 57 plaques, 3500 boulons. Et puis là, vous avez les plans. Et maintenant, il va falloir que vous bossiez un peu, les gars. Hein. Et là, tu vois clairement. Je dis ça en anglais avec mon accent français que j'ai bien travaillé. Bien dégueulasse. Et les mecs, en fait, ils te regardent et clairement, ils font des bulles. Une bonne partie qui sont mexicains qui parlent pas. Qui parlent pas spécialement. Je parle pas mexicain. Non, en fait, Si, je sais dire en mexicain, rentre à la maison, arrête tes conneries. Voilà. tu connais le bruit du balai qui se casse sur ta tête en mexicain, tu vois. Les mecs, ils font comme ils peuvent. Alors, évidemment, tes chalumeaux, tes machins, tes trucs, ils vont faire ça à l'ancienne comme ils savent faire. Donc, ils vont faire comme ils peuvent, ils vont boulonner comme des salles. De la barbouille et du mazout. Ah bah, ils vont mettre clairement du... merde. Du tarlatane. Du taratata. Ah, c'est très énervant quand t'as un terme qui s'échappe comme ça. Bon, on s'en fout. Concrètement, ils se mettent au boulot. Toi, tu te retrouves plus ou moins libéré de tes obligations de coordinateur de la réparation. Pour l'instant, moi, vu que j'étais à côté du sarcophage, je l'analyse, je fais le tour, je tape un peu de partout. J'essaie d'identifier si j'ai le même son de partout, si à des endroits la structure semble plus fine. Enfin, tu vois, j'essaie un peu de le... C'est creux, Ouais. de partout. Si tu le lèves, tu regardes en dessous, etc., tu t'aperçois que la face qui est en dessous, elle est moins ouvragée que le dessus. Le dessus est vraiment décoré. Donc c'est là où tu vois tous les motifs, etc. En dessous, en fait, tu as juste une continuité des lignes de décoration en motif géométrique. Il n'y a pas spécifiquement d'inscription. Je fais le tour où il est censé s'ouvrir, je passe genre l'ongle, je fais tout le tour en passant l'ongle comme ça, voir s'il y a des aspérités. Enfin, tu vois, Là, par contre, Ouais. rien du tout. Ouais. En fait, tu as vraiment l'impression que la totalité de la surface du sarcophage, donc aussi bien dessus, dessous, en dessous, En une pièce tu as l'impression que c'est une pièce. Ok. La seule, vraiment, la seule pièce qui te paraît ne pas appartenir au sarcophage, c'est l'espèce d'inclusion au niveau du thorax où ça te fait une sorte de soucoupe où tu te dis que tu pourrais mettre quelque chose dedans. Mais c'est pas creux, c'est juste, c'est un peu bombé. En fait, la structure qui... Tu penses effectivement que ça doit recevoir quelque chose, Ouais. donc il y a un truc à mettre dedans, mais tout le reste de la structure est légèrement en surépaisseur, mais c'est pas non plus un truc de fou. Ouais, ouais. Ça doit faire 1 cm d'épaisseur. Et en diamètre, quelle taille? En diamètre, ça doit faire entre 10 et 15 cm maxi. Ouais, 12, Ok. 12, un truc comme ça. Par contre, tu vas me faire un test de perception. Donc perception, ça va être avec esprit normalement, et tu dois l'avoir dans les caracs. Perception. Test de Ouais, c'est détective, moi j'ai ça. Ouais. détective, c'est... Sinon, c'est perception pure, quoi. T'as détective, police ou retapé. Alors normalement, tu peux pas avoir les 3, toi. Moi, j'ai détective seulement. Alors détective, c'est pour ton Ouais. sens de l'enquête, Donc, etc. c'est sur Donc là, en 7, l'occurrence, quoi. ça peut s'appliquer. Ouais, si. Vas-y. Alors, c'est bien parce que je fais plus 6, moins 5 et je peux rejeter le 6. Donc, j'ai plus 1 pour l'instant. Plus 5. Donc, j'ai 7, 17. 5, 5, 17. Ouais. Alors, t'es intimement persuadé que le truc qui est en surépaisseur est fait pour recevoir quelque chose, Ouais. et que si tu ne mets pas enfin, c'est la serrure de ce sarcophage. Si tu n'interviens pas là-dessus, tu vois pas comment tu pourrais l'ouvrir. Tu as vraiment l'impression que tout est d'une pièce. Et tu trouves ça hyper étonnant parce que tout ce que tu sais, parce que tu n'as pas été confronté non plus au sarcophage égyptien, tu as lu énormément de trucs sur l'Égypte, sur les sarcophages qu'on trouve dans les cathédrales, en Europe, etc. Et ça, celui-là, ça, il a par l'air... contre, c'est totalement lisse. Ouais. Ah bah, Ouais.
t'as l'impression que c'est d'une pièce. Comme je te dis, le revêtement métallique fait le tour complet. Ok. Le seul endroit où il est pas complet, c'est un endroit qui a été poqué. Et en fait, t'as une espèce d'éraflure qui doit faire 3 cm et demi de long sur 2 de large, où là, tu as pu constater qu'il y avait de la pierre qui ressemble à de la pierre ponce, mais que ça n'en est pas complètement. Je vois qu'Henri, il a terminé d'expliquer sur le pont ce qu'il devait faire. Et je l'appelle, je lui fais signe de la main. Je vais vous laisser Ouais. échanger tous les deux, parce qu'il va falloir que je m'occupe de notre cher Sir Henry. Ok. Henri, Emilien. Émilien, pardon, oui. Émilien, j'ai fait le tour du sarcophage pendant votre absence et c'est vraiment étonnant. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ouverture, sauf cette surface qui semble métallique. Vous voyez, ça fait une quinzaine de centimètres de diamètre. Vous y connaissez, vous, en métal, je sais pas, en aimant vous pensez pas qu'il faudrait mettre une espèce d'aimant là-dessus Il me faudrait mon matériel, j'ai un stéthoscope, j'ai différents équipements qui pourraient nous permettre effectivement de procéder à l'ouverture de non, c'était pas un coffre, ce sarcophage. Si on considère qu'il y a un trésor à l'intérieur, on peut considérer ça comme un coffre. C'est surtout ce mécanisme qui m'intéresse. Oui. Euh, C'est étonnant, ouais. c'est très surprenant. C'est pour ça que je pensais à un système d'aimant, peut-être quelque chose à l'intérieur à faire bouger pour l'ouvrir. Enfin, après, moi, j'y connais pas grand-chose, c'est pas ma spécialité. Hein. Tout à fait. J'ai une torche oxyacétylénique, je devrais pouvoir réussir à faire quelque chose. Torche, oui, très, très bien. C'est- Il faut que... Est-ce que vous pensez qu'on peut se mettre à l'abri quelque part parce que là, c'est vrai qu'on est au milieu sur le pont, on peut peut-être le tirer sous une avancée, et puis pour que vous soyez plus à l'aise pour faire votre... Allons dans ma cabine. Allez. Nous le poserons sur le lit et nous pourrons travailler correctement. Bah regardez, je vois un chariot à roulettes là. Allez. Une torche. Et vous avez croisé Vincenzo? Je crois que c'était le caméraman de bord. Il faudrait peut-être que... Ah oui, il devait immortaliser cet événement, tout à fait, nous prendre en photo. Ça serait peut-être pas idiot de le faire appeler pour qu'il puisse filmer cette ouverture. Car je crois que nous sommes sur quelque chose d'exceptionnel, Une ouverture. qui a une valeur historique. Mais j'entends arriver. Allez, Côté- prenons la pause. Redécris-moi ce que tu faisais autour du sarcophage. Tu toquais avec le doigt, tu toquais avec quelque chose. En fait, ouais, j'essayais de voir si, pour moi, c'était creux, ouais, mais surtout de partout identique. Tu vois, s'il n'y avait pas des zones plus épaisses, moins Toi, épaisses. t'as fait vraiment que avec le doigt. Ben, je voulais tenter avec ma bite, mais Mais quelle classe! je me suis dit que c'était pas terrible. Non, c'est là surtout. On n'est pas prêt à Avec voir les churros del Mexicanos, tu vois, c'est... Donc, vous faites ça sur les abords, vous êtes toujours sur le pont, va Ben falloir justement, que on vous... voulait déplacer le... On est en train de sarcophage, partir dans ma Dans sa suite. cabine On a trouvé un chariot à roulettes, on a chargé le sarcophage. et on est en train de partir avec dans ma cabine. Alors, à savoir que ta cabine à toi, elle est bien, mais c'est pas non plus une salle de concert. Hein. Non, mais si je mets le sarcophage sur le lit, on pourra tourner autour. C'est pas faux. Donc, Ok, donc votre embarquement du sarcophage génère la curiosité des passagers, mais pour une raison de facilité scénaristique, pour l'instant, on va la mettre de côté, parce que je vous rappelle que Sir Henry, à l'heure actuelle, court vers son devoir. Brigitte, cours-moi vite, j'arrive pas à te rattraper. Là, tu t'aperçois que c'est vraiment une athlète. Oui, Parce que bon, elle avait une carrure qui ne laissait pas présager d'une telle vivacité, et c'est là que tu te dis, mais j'ai bien fait de pas me disputer avec elle depuis le début, parce que, à ton humble avis, tu sens Il y a que match. la vie maritale doit filer droit, tu vois, c'est... on n'a pas de bague. Tu l'as repéré. Bah, Parce bien que sûr. tu es un cureur des jupons. Il n'a plus de bague. Cureur. Un cureur de jupons, il les nettoie. T'arrives dans la capitainerie, parce qu'en fait c'est là elle t'emmène. Donc c'est un trajet qui est relativement long, hein. Tu cours pendant facile 10 minutes. Parce que le navire est trop grand, entre les escaliers à prendre, les machins.
T'arrives à la capitainerie et en fait, tu tombes au milieu de la capitainerie où t'as la moitié des, tu vas dire officiers, même si tu penses bien qu'ils sont pas tous officiers, du fait du manque de décoration de certains uniformes, etc., qui sont affolés comme tout, et en masse autour du corps du capitaine qui est écroulé au sol, et qui manifestement a pris un énorme pain. De ce que tu peux comprendre, il devait être debout à côté d'une manivelle qui était saillante ou quelque chose au moment où il y a eu le choc. Et en fait, il s'est tout simplement pété la gueule dessus. Et en fait, il s'est assommé. Enfin, là, tu vois, il a un énorme bleu qui lui prend la moitié du visage. Il a l'œil qui est un peu fermé, comme s'il avait... T'as l'impression qu'il a pris une pipe d'un mec dont la main fait 50 cm de large, tu vois. D'accord. Donc il est vraiment... il est tuméfié. Donc ça arrivait déjà il y a plus de 2 heures, et c'est que maintenant que les gens viennent te chercher. Messieurs, écartez-vous. Laissez de l'air. Donc, Brigitte, mon stéthoscope. Elle te donne ton stéthoscope. Et en fait, tu t'aperçois que... je t'en prie, fais-moi un jet de médecine pour commencer à... Alors, c'est soit tu me fais un jet d'observation pour commencer à diagnostiquer, soit tu me fais un jet de médecine direct et on considère que ça fait les deux en même temps. Moi, je vais faire un jet de médecine en direct. Ouais. J'ai -3. C'est ballot. C'est pas grave, j'ai combien en médecine? J'ai 8 et ça se fait avec intelligence, où j'ai 10, donc 18 moins 3. 15. On a 15. Oh, trop dur. Ouais. Alors là, tu sais, il est commotionné. Il s'est fait une commotion. Il s'est défoncé la gueule sur un élément de décor lambda. Et en fait, là, il est plus ou moins comateux. En fait, il est éclaté, le mec. Et en fait, ça fait un moment qu'ils essayent de le ranimer. Ils ont essayé les selles, ils lui ont mis des gifles, ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Et ils sont venus te chercher enfin, parce que personne te trouvait, vu qu'ils ne savaient pas. T'as vraiment l'impression que le personnel compétent dans ce navire Se résume à ma personne, quoi. Alors, non, ça c'est ton intime conviction. Mais factuellement, vous n'êtes pas nombreux à être compétents. Tu sens déjà, tu crois comprendre quand tu t'aperçois que le second du navire s'appelle Woods aussi, que le lieutenant Woods par contre, c'est du pur népotisme, ça doit être le fils ou le neveu du second. Et... Nous ne sommes pas sur de la méritocratie, j'ai bien. Ah bah non, là clairement en fait c'est un navire Tant aussi. que sœur me scandalise d'ailleurs. Au plus haut point. Un navire aussi énorme que ça n'a pas besoin de gens compétents. Ça roule tout seul. Ah bah. Ça roule sur l'eau. C'est bien ça le problème d'ailleurs. Donc, tu te retrouves à suturer les plaies parce qu'il a quelques ouvertures du fait de sa chute. Mais sorti de ça, tu leur indiques qu'il va falloir... Oui, remettez-le dans son lit, messieurs. Et là, il va falloir le surveiller. Donc, je vais demander à une infirmière de rester à son chevet. Tu recommandes de la glace pour résorber l'hématome? Ou non. Bon, tu vas avoir Snoopy en face de toi pendant quelques jours s'il reprend conscience. Parce que ça, c'est pas dit. Mais par contre, il y a un Mayday qui est parti. Parce que ils n'étaient pas au courant vraiment de ce qui se passait. Ils n'avaient pas conscience. Enfin, ils ont cru, clairement. Allez, on va le dire. Il y a un vent de panique qui a couru dans les passagers parce que quand il y a eu le choc, il y a un Américain qui boitait et qui avait du mal à parler, qui a dit « C'est un iceberg! C'est un iceberg !» Vous êtes dans la mer des Caraïbes. Rappelez-moi, oui. C'est ce que j'allais dire. Mais ok. Le traumatisme du Titanic n'est pas loin, hein, on est bien d'accord. Et du coup, qui est le second? Qui est-ce qui remplace le capitaine pour donner des ordres? Le second, C'est l'autre branche. c'est Woods, Ah. mais le second Woods. Donc, ça va être quoi? Attends, le second sur un navire, c'est quoi? C'est le lieutenant. T'as le capitaine, ça va être le vice-capitaine, on va dire. On va dire. Le vice-capitaine Woods, qui n'est pas le lieutenant Woods,
qui lui par contre a l'air un peu plus compétent que... Enfin non, il a l'air beaucoup plus compétent que son neveu, dans le sens où il a réussi à maintenir une discipline dans la pièce, etc. Machin. Ça... Il s'attendait pas forcément à devoir être l'homme de la situation. Très bien. Mais du coup, qui sont sur un délire d'iceberg, genre explique la situation. C'est le vent de panique dans les passagers qui a donné d'accord, ça. oui, C'est ce que tu as pu entendre quand tu faisais... Alors eux, non. Non, parce que Enfin, techniquement, moi, j'en ai vu aucun en bas, jusque-là. En fait, donc je sais pas ce qu'il faut. les informations sont remontées. Très bien. Donc ils savent qu'ils ont percuté un truc, ils savent que c'est absolument pas un iceberg, mais ils savent aussi qu'il y a besoin de réparation parce que manifestement il y avait enfin, ils ont heurté une surface dure et que tant qu'il n'y a pas eu les réparations, ils ne prendront pas le risque de réenclencher les machines parce que si l'eau rentre dans les compartiments étanches, on ne coulera pas, hein, mais ça va nous ralentir et on tient à battre le record de vitesse. Mais pour arriver dans le port, il faut vraiment que le bateau soit au mieux. Vice-capitaine Woods, à l'heure actuelle, les réparations de votre navire sont effectuées sous les ordres d'un Français. Est-ce que vous allez laisser ça se faire longtemps ou est-ce que vous allez reprendre les choses en main? Alors, si vous voulez, on est déjà dans une situation de merde. J'ai absolument pas besoin d'entendre les sarcasmes d'un putain d'anglish de merde alors qu'on est sur un navire qui mériterait d'avancer, qui est le fleuron de la White Star, qui est une compagnie anglaise. Oui. Ils payent mal, ces enculés. Et en plus, c'est des putains de boches qui l'ont fabriqué. Très bien, je consignerai tout ça dans mon journal de bord. T'as un chef de bord, toi, en tant que- Bah évidemment. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est pas un putain de médecin qui va me donner des ordres. Donc maintenant, vous allez retourner coller des pansements sur les culs des béni oui là. Et puis moi, je vais m'occuper de ce qui se passe sur ce navire. Et on dit un navire, pas un bateau. Très bien. Espèce de gens foutre. Bah, il serait peut-être temps que vous mettiez effectivement en ordre de marche. Eh ben là, justement, il attrape le cornet. Et ça se fait... Et la salle des machines, qu'est-ce qu'elle brande, bordel de merde! Je veux que ce navire avance! Les réparations, elles en sont où? Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, le type, ça a l'air d'être un turbo connard. Mais, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un geste qui est déplacé. Tu te dis, putain, s'il y a un mec qui peut gérer, a priori, c'est lui. Bah non, parce que là, je suis en train de me rendre compte que le mec veut que les machines se remettent à avancer alors qu'il n'a pas encore vu. Non, il veut un l'intégralité. check-up complet. Ah. Et il veut que les moteurs tournent. Il veut pas que la machine avance. Alors, pour être clair, moi j'ai donné des instructions qui sont extrêmement claires et concises, tant sur le pont que écrites. Donc si avec ça ils sont pas capables de faire leur taf, moi je... Le capitaine, il était dans Pose quel mon état? Il tablier. est conscient, inconscient? Ah, il Non, est il est dans le inconscient. coma là. Dans le Il est coma. inconscient. Là, concrètement, ce qui va se passer, je vous propose qu'on fasse une petite ellipse parce que on est en train de quitter la situation d'urgence. Les réparations sont entre des mains. Des bonnes, on verra, mais entre des mains en tout cas. Tu as donné les infos que tu pouvais. Effectivement, le fait que tu utilises le système métrique et Ça que fout la merde. les ouvriers, Et que c'est déjà pas un Français en forcément, face. il y a quelques incompréhensions, mais il se trouve que, comme je t'ai dit, en fait, là où tu vas trouver des gens compétents, c'est à la technique. Les mecs, ils savent pas nager, mais par contre, ils savent ce que c'est qu'un moteur. Ils savent que quand tu parles d'une tôle de telle épaisseur, c'est telle À la épaisseur. base, j'avais demandé à ce que mes notes soient envoyées au chef des machines. Et Tout c'est à arrivé. Et je m'étais Sauf dit, que c'est le seul qui doit être capable de comprendre ce que T'as j'ai vu le écrit. vice-capitaine? Bah, le chef de machine à côté. Enfin, le vice-capitaine, c'est un enfant de cœur à côté du chef des machines. Puis en plus, On l'appelle la terreur. Non mais lui au moins il comprend ce qui est écrit. Oui, parce que c'est le seul qui est capable de gueuler au-dessus des moteurs. Hein, donc c'est lui, la technique, il sait. Et en l'occurrence, il n'y a pas une correction sur tes notes. Quand elle remonte pour les ouvriers, c'est très exactement ce que tu as marqué. Le seul truc qui change, c'est que c'est traduit. Là, il n'y a plus de difficulté. Donc les réparations progressent. Vous allez être bloqué dans cette situation pendant encore facilement 6 bonnes heures. Le temps que les mecs réparent les plus grosses des avaries, parce qu'il y en a certaines, elles sont relativement légères et ils peuvent le faire pendant que le bateau avance. Là, il va falloir réenclencher le navire parce que le temps commence à tourner. Et quand je parle du temps, je parle bien de la météo. Ouais bien nous, je sais pas, nous on est parti s'installer
On a posé le sarcophage. En fait, ton temps d'étude du sarcophage, vu que c'est minutieux, et même la fameuse fissure que tu as trouvée au sein du truc, tu as mis du temps à la trouver parce que, comme je t'ai dit, elle n'est pas grande. De toute façon, je suis pas bien, moi. Quand le sarcophage est installé sur le lit et qui commence à faire des trucs, je suis toujours en train d'essayer de comprendre, d'analyser. Je prends des papiers, je fais, mais ça, cette forme de. C'est un hiéroglyphe, mais putain, à côté, t'as ça. Alors, tu sais, je superpose des trucs. Tu me fais un jet d'intelligence, s'il te plaît. J'essaye de comprendre quelque chose. -2, ça va pas être beau. Hein. C'est esprit, donc j'ai 5, ça fait 5, ouais. Donc t'as intelligence pure. En fait, Ouais. tu te dis, Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est. tu reprends tes Ça peut basiques. En plus. Tu reprends tes basiques. Et sur tes basiques, tu te dis, il faut que je me procure suffisamment de papier pour faire un frottis. Ouais. Et du coup, ça va te prendre un temps de ouf. Parce qu'il va falloir que tu numérotes les pages, que tu fasses ton truc, que ça se suive, etc. Ouais. Tu mets du temps à le faire. Mais ça, tu t'y arrives. Toi, tu te penches sur le système de fermeture en parallèle à ça. Tu le gênes pas quand il fait son truc, mais ça te prend un temps phénoménal. Toi, tu continues à manager tes files de patients parce que tu avais des vrais blessés, tu les as gérés dans l'urgence, etc. Maintenant, il y a tous ceux qui ont une entorse du courant d'air, qui viennent te voir. Oh, je me sens mal, docteur. Je délègue, j'ai des infos. Tu délègues de ouf, mais ça te prend du temps parce qu'il y a des mecs qui sont importants. Et puis je suis en train de réfléchir à comment je vais faire avaler du cyanure au vice-capitaine. J'ai pas trop aimé sa façon de me parler. T'es le genre de médecin qui fait avaler du cyanure à ses patients ? J'ai le droit d'y réfléchir. Absolument. Voilà. Merci. T'as le droit d'y réfléchir et dans le secret de ta caboche. Tout à fait. Et je vous invite à faire une petite pause.